Après les championnats d'Europe la semaine dernière, on va cette fois s'occuper des championnats d'Asie qui avaient lieu dans le même temps avec un petit mot des championnats d'Amérique. Et ensuite, on va un peu se demander pourquoi cette semaine a été si remplie de surprises sur la planète badminton. C'est tout de suite dans ce nouvel épisode de 21 Shuttle. Badminton at its very, very best. My goodness me. What a rally! Oh, sensational! I'm the bad guy. Take that! Et je suis accompagné de Benoît. Salut Benoît. Salut Ewan, bonjour à tous. Benoît, comment tu t'es remis de ces championnats d'Europe? Ça fait quelques jours. Maintenant, le débrief est toujours dispo. Hein, c'est notre épisode de lundi dernier. Beaucoup de personnes, que ce soit sur les Discord, dans les messages qu'on a reçus, etc., étaient pas d'accord avec nous. Benoît, je sais, on en a même pas parlé avant. Je sais pas ce que t'en penses, mais j'ai l'impression que c'est un des épisodes les plus clivants qu'on ait eu à enregistrer. Je sais pas si t'as le même sentiment. Ouais, si. Après, je pense qu'il y a plein de raisons, mais en fait, il y avait vraiment deux. Il n'y avait pas d'entre-deux, je trouve. Il y avait beaucoup de gens qui étaient d'accord avec nous aussi, mais il y a beaucoup de gens qui n'étaient pas d'accord et qui nous ont trouvé peut-être trop fine bouche, pour reprendre les expressions. Et je pense que, en fait, c'est surtout parce que ça concerne les Français que cette impression-là a été dégagée de ce qu'on a dit. Voilà, juste pour remettre l'église au milieu du village, ce qu'on disait peut-être, et tu n'hésites pas à compléter, c'est qu'on était très contents pour eux. On va en reparler, mais la France avait préparé la compétition contrairement à d'autres pays spécifiquement. Évidemment qu'on était contents des médailles françaises, juste on revenait sur le niveau global de la compétition qui pour nous, évidemment qu'il y avait des top joueurs genre Astrup Rasmussen, genre Lane Vendy, mais qui n'étaient pas à leur top niveau, et ce qui a fait que pour nous c'était une des plus mauvaises éditions en termes de niveau global. Ça veut pas dire que ça a enlevé du mérite aux Français ou à tous les autres médaillés, mais voilà, nous on jugeait le niveau global, et que ce soit des médaillés français, grecs ou suisses, effectivement à un moment, quand le niveau est ce qu'il a été, il faut aussi savoir le dire. Ouais, en fait, ce qui est bien, c'est que cet épisode, du coup, il a amené plein de questionnements un peu plus larges. Tu vois, est-ce que le niveau européen, il est vraiment en baisse ? Nous, on a l'impression, mais tout le monde n'était pas d'accord. C'est vrai qu'on nous a sorti des stats, notamment sur le Discord. Moi-même, par exemple, j'en ai sorti aussi sur l'évolution du top mondial et tout. Et du coup, évidemment, on a déjà fait un épisode d'1h15 la semaine dernière et on n'a pas eu le temps de s'y pencher. Donc, ça m'a donné peut-être des idées d'épisodes, se pencher un peu plus là-dessus. Est-ce que le niveau est en baisse ? Des gens nous disaient, oui, mais on peut pas prendre le classement mondial, il faut regarder les titres, ça peut s'entendre. Des gens nous disaient, bah oui, mais si vous prenez le classement mondial, il n'est pas comparable à ce qu'était il y a 10-15 ans, puisque maintenant, le niveau a globalement augmenté, et du coup, un membre du top 30 ou du top 20 de maintenant, il est plus fort qu'un membre du top 20 d'il y a 10-15 ans. C'est des questions qui s'entendent, et alors, on ne pourra jamais vraiment être sûr, puisqu'on ne peut pas faire jouer, par exemple, Alex Nanier maintenant contre, je sais pas, un mec du top 10, je sais pas, le Xu Tianchen d'il y a 10 ans, par exemple, ou c'est le premier exemple qui me vient, ou le Axel Sen d'il y a 10 ans. Mais c'est des questions intéressantes, donc on pourra peut-être prendre le temps dans de futurs épisodes de s'y pencher un peu plus, mais de toute façon, avec Benoît, je pense qu'on a montré que vous soyez d'accord ou pas avec nous, comme ça a été, comme tu l'as dit Benoît, le cas sur cet épisode, on prend tous les avis et on répond vraiment sans problème, hein. Évidemment, on fait un podcast, on a un avis, avec Benoît on a le même, parfois des différents, mais vous avez totalement le droit de ne pas être d'accord avec nous. Nous, en tout cas, on dit notre ressenti, et comme tu l'as dit Benoît, ça ne nous a pas empêché de célébrer et personnellement de vibrer devant les médailles françaises. I'm the bad guy. Take that! Ça, c'était pour l'Europe, et c'était la semaine dernière. Nous, on va se concentrer sur l'Asie, parce que les deux avaient lieu en même temps, mais voilà, à un moment, on s'est demandé si on mettrait pas les deux dans un épisode, mais il y avait trop de choses à dire, donc on a découpé un peu, et même si maintenant les matchs sont un peu moins frais, on va quand même en parler, puisqu'il y a pas mal de choses à dire sur cette édition des championnats d'Asie.
On va pas s'arrêter, on va aller un peu plus vite que ce qu'on fait d'habitude. On va pas s'arrêter sur tous les matchs parce que déjà avec Benoît on en a moins vu puisqu'il fallait tout regarder en même temps. Donc on s'arrêtera plus sur ceux qu'on a vus et sur ceux qui nous intéressent parce que on va passer un peu plus vite. En simple homme, c'est Vichitsarn qui va chercher le titre. Malheureusement, une finale très décevante contre Lu Guangzhou, 21-12, 11-6, et après le Chinois a abandonné. Mais en fait, si j'ai bien compris, pendant le match, il avait des problèmes de dos dès le premier set, Lu Guangzhou. Donc voilà, il a pas vraiment fait office vraiment d'adversaire pour Vichitsarn, qui s'est un peu baladé. Vichitsarn qui a notamment battu Lokinyu, qui avait lui-même battu Shiushi, on y reviendra. Il a galéré surtout contre Nishimoto en quart, Vichitsarn. Benoît, peut-être on peut s'arrêter quand même sur Vichitsarn parce que il a que 23 ans, il faut le rappeler. Il est déjà champion du monde, il est déjà vice-champion olympique. Il est triple champion du monde junior, ça vous le savez sûrement. C'est un nouveau titre parce que oui, il faut le préciser quand même, ça compte comme un Super 1000 les points. Et être champion d'Asie, c'est quand même assez reconnu. On reviendra après sur est-ce que ça l'est assez ou est-ce que c'est un titre en baisse. Mais mine de rien, Benoît, quoi qu'il arrive, c'est un nouveau titre majeur pour Vichitsarn à seulement 23 ans. Donc il faut le noter en fait, parce qu'il est en train de se construire une carrière dont on reparlera sûrement pendant longtemps. Ouais, c'est clair. Je trouve. Bon, on va reparler du niveau global aussi, parce qu'on l'a fait pour l'Europe, donc on le fera pour l'Asie. Clairement, on va pas se mentir, on peut le dire en préambule, on était globalement pas non plus satisfait du niveau, même si les noms sont plus clinquants, que forcément il y a une plus grosse densité et donc forcément on aura des champions qui sont des noms très connus. Le niveau était pas ouf, donc je vais revenir là-dessus. Et encore une fois, ça n'enlève rien à Vichitsarn parce que c'est un mec, contrairement à ce que son jeu peut dire, qui finalement gagne pas tant que ça sur le circuit. Pourtant c'est un mec qui moi je trouve un peu à la Lee Chong-wei pourrait gagner 10 titres par an. Pour l'instant c'est pas le cas, il est encore très jeune, mais par contre dans les grands championnats c'est déjà 2 médailles mondiales dont un titre, vice-champion olympique tu l'as dit, et les championnats d'Asie. Je trouve quand même que il est en train de se construire un palmarès de fou furieux. À peine il va avoir quoi, 24 là cette année. Il va avoir 24 c'est déjà énorme. Il est deuxième mondial, il lui manque encore cette première place mondiale qu'il pourrait aussi atteindre cette année. Ouais, je m'attendais pas à ce que Vichitsarn aille chercher ce titre, très honnêtement. Je suis curieux de t'entendre là-dessus, mais c'est vrai qu'on se dit que maintenant il a peut-être aussi les armes pour régner sur le circuit. Bah Benoît, moi ce que je pense c'est que finalement ça a été une des seules grosses têtes de série, un des seuls favoris à se montrer à son vrai niveau en fait. Pour moi il a pas surjoué, mais il a été à son niveau et ça a suffi. Contre des mecs normalement plus forts, mais là qui n'étaient pas au rendez-vous, je pense à notamment Shiushi, qui a pas été nul, mais je l'ai trouvé décevant en quart contre Lokinyu. Il perd en 3-7 et voilà, je l'ai trouvé un peu lourd, un peu lent face à un Lokinyu plutôt en forme. Sauf que Lokinyu c'est un mec trop irrégulier pour battre Vichitsarn. Il a galéré contre Nishimoto, je l'ai dit. Après les restes c'était Li Shifeng qui a perdu contre la surprise Lu Guangzhou, parce que Lu Guangzhou le mec sort de nulle part. Il a battu Christie 21-13. Voilà, Christie en ce moment c'est quand même compliqué. C'est un des mecs les plus durs à lire, j'ai l'impression. Il peut vraiment avoir un très bon niveau comme un niveau très mauvais, et là c'était plutôt le cas. Donc voilà, ouais, je pense qu'on va pas faire, voilà, on va pas mentir, on l'a dit pour l'Europe, tu l'as dit, on va le dire pour l'Asie. Le niveau il était décevant à une échelle différente de ce que nous on a en Europe, mais là le niveau était décevant par rapport à ce qu'on aurait pu avoir, parce qu'en vrai les tableaux, à part Han Se-young, il y avait quasiment aucun absent. Ces tableaux, c'était vraiment ce qui se fait de mieux en Asie, quasiment partout. Donc un peu déçu du niveau, et voilà, victoire finalement assez logique de Vichitsarn, puisque c'était le seul, comme je l'ai dit, à se mettre à son vrai niveau. En simple dame, c'était, je l'ai dit, l'absence majeure, hein, c'était celle de Han Se-young.
Et du coup, ça ouvrait la porte, finalement, à un tableau assez ouvert, hein, parce que derrière elle, il n'y a aucune leader qui s'impose vraiment. On pensait forcément à Wang Zi, mais ça a été aussi une grosse surprise. Elle se fait sortir dès le deuxième tour contre la coréenne Sim Ji-young. Donc voilà, ça a renforcé encore cette Toon Young, également battue au deuxième tour par Kim Ga-eun, la coréenne. Et finalement, c'est une finale sino-chinoise avec Chen Yufei qui bat On Yue, tête de série 2, 11-21, 21-14, 21-9. Chen Yufei qui avait battu notamment Sim Yoo-jin et Akane Yamaguchi. On y reviendra peut-être juste après. Mais Benoît, Chen Yufei, moi franchement, elle m'impressionne, hein, parce que du coup là, elle était même pas tête de série, donc elle a pas eu le tableau. Elle aurait pu avoir un tableau encore plus dur. Là, elle s'en sort, on va dire, pas trop mal. Mais elle a eu aucun match vraiment facile, et surtout quand tu regardes le contenu, pour le coup, son niveau il est vraiment très intéressant, et plus le temps passe, plus je la vois rejouer depuis son retour d'Australie, là, son retour de pause, plus je me dis qu'elle a vraiment le profil pour être une bonne deuxième mondiale, et pourquoi pas inquiéter Han Se-young de temps en temps, parce que franchement j'ai été encore très impressionné par son niveau. Ouais, juste, je voulais pas te couper, mais Vitit-san, c'est le premier champion d'Asie thaïlandais de l'histoire, donc oui, c'est vrai, c'était quand même un peu notable. Et pour faire le lien avec ça, c'était son premier titre, c'est le premier de Chen Yufei. Oui. En préparant l'épisode, j'étais là, ouais, ok, elle est championne olympique, mais qu'est-ce qu'elle a gagné d'autre en fait? Alors ouais, les Uber, les Sundirman, évidemment, quand t'es chinois et que t'es dans l'équipe, t'en gagnes. Mais en fait, pas champion du monde. Non. 4 médailles, ok, mais pas champion du monde. Pas de victoire aux Jeux d'Asie. Et je crois que c'était 4 médailles consécutives au championnat d'Asie, mais pas d'or. Ça faisait beaucoup quand même de défaites. Et là, je dirais pas qu'elle arrive de nulle part, parce que je crois même qu'on l'a annoncé dans un épisode récent où on s'est dit faudrait pas qu'elle arrive en très grande forme au championnat d'Asie. Ça a été le cas, très clairement. On va revenir sur sa demi-finale qui a probablement été un des meilleurs matchs de la semaine, tout tableau confondu. Et aussi, il y a un truc qui, je pense, est assez intéressant, peut-être on en débattra après, mais contrairement aux autres Chinois, elle revient d'une longue période sans compétition internationale. Et les autres Chinois, tu as mentionné Wang Zi notamment, qui est tombé beaucoup trop tôt à mon goût, mais ça a été le cas aussi en simple homme. On sent que les Chinois, hormis Chen Yufei qui est un cas à part, étaient quand même pas trop, moi j'ai trouvé, dans leur assiette physique. Oui, c'est vrai. On fera peut-être un petit bilan à la fin, parce qu'effectivement, alors on verra qu'il y a deux titres pour les Chinois, mais au final le bilan il est quand même un peu décevant. Et pour Chen Yufei, ouais, je suis d'accord. C'est vrai que c'était un peu une anomalie, qu'elle n'ait pas encore tant de titres. Et je suis tombé sur un post qui l'a comparé à Han Se-young avec les titres majeurs gagnés, puisque les deux sont championnes olympiques, puisqu'elles ont toutes les deux maintenant, depuis que Chen Yufei là a été championne d'Asie, elles ont toutes les deux 6 titres majeurs sur les 8 qu'un joueur ou qu'une joueuse peut gagner. Du coup, Chen Yufei, elle est championne olympique, championne d'Asie. Elle a l'Uber Cup, la Sudirman Cup, le All England et les Finals. Han Se-young, elle est championne olympique, championne du monde. Elle a gagné les Jeux d'Asie, l'Uber Cup, le All England, les Finals. Donc, Han Se-young, il lui manque les championnats d'Asie, donc là où elle était, c'est notamment cette édition auquel elle n'a pas participé, et la Sudirman Cup. Alors que Chen Yufei, maintenant, il lui manque les Jeux d'Asie et ce titre de championne du monde qui lui échappe encore. Benoît, ce poste, il peut paraître un peu anodin, mais c'est vrai Chen Yufei nous rappelle quand même que c'est vraiment une des meilleures joueuses de sa génération, et voilà, Han Se-young paraît un peu au-dessus maintenant, mais il va falloir la prendre en compte au championnat du monde qui arrive en août prochain. Ah, bien évidemment, je pense très honnêtement que tu l'as très bien dit, mais pour moi, elle peut être à minima la meilleure des autres. Et j'ai bien dit à minima. Pareil. Et du coup, juste une petite parenthèse. Maintenant, quand tu vois notamment la taille et l'importance qu'est en train de prendre Seo Sung-jae en Corée, il va leur manquer encore un bon simple homme, mais Han Se-young, je pense qu'elle va avoir en tête d'aller chercher sa première Sudirman Cup dans 2 semaines. Ouais. Ça m'étonnerait pas du tout. Pour le reste, tu as mentionné son quart à Chen Yufei face à Yamaguchi, 21-19, 21-13, un match d'ancienne numéro 1 mondiale, je suis allé le regarder par curiosité, et franchement j'ai bien fait, parce que tu l'as dit, un des meilleurs matchs de ce tableau de la
semaine, même si ça fait entre guillemets que 19 et 13 en 2 sets. C'était vraiment très très sympa. C'est pas les deux joueuses les plus spectaculaires du circuit, mais je sais que dans nos auditeurs et auditrices, il y a pas mal de fans du simple dame. Si vous l'avez pas vu, je pense qu'il vaut le détour un peu par nostalgie, mais surtout pour le niveau de jeu, Benoît, parce que les deux, même Yamaguchi, elle revient un peu parce qu'elle a été pas mal blessée. Elle, pour le coup, c'était une pause un peu plus forcée que la chinoise, mais les deux reviennent à un niveau intéressant, et même si la japonaise est un ton en dessous, on a vu un vrai bon match. On a vu un vrai bon match, t'as raison, c'est vrai que le score n'est pas le reflet de la qualité du match. Après, encore une fois, ce qu'on a eu à se mettre sous la dent, forcément, ça a été plus compliqué, mais on en se termes contente de moins, on va d'intensité, voilà, c'est ça. Non, mais là, pour le coup, je trouve qu'on a eu un match de très haut niveau des deux joueuses. Alors, il y en a une qui était au-dessus de l'autre, mais en tout cas, on a eu un match, je trouve, au niveau auquel on l'attendait ou quasi. Et Benoît, peut-être un petit mot pour Wang Zi. T'as dit que t'étais... et peut-être même, je mettrais peut-être même en Yue, mais quand même Wang Zi, quand même un ton voire deux au-dessus. On pensait que ce serait elle, quand on savait pas quand Chen Yufei allait revenir. Là, depuis que Chen Yufei revient, Wang Zi a quand même pas brillé. Elle a perdu contre Chen Yufei il y a quelques semaines. Là, elle perd au deuxième tour. On a l'impression que si elle veut rester première chinoise et deuxième mondiale, il va falloir qu'elle cravache, hein, parce qu'on pensait que ce serait peut-être elle, cette numéro 2 pendant un moment. Mais là, quand on voit ce que fait Yufei et quand on voit ce qu'elle fait, la dynamique est clairement pas en sa faveur. Ouais, après on peut discuter de ça. Moi, j'ai pensé quand même longtemps, et d'ailleurs on en a fait un épisode, que Wang Zi était la numéro 1 mondiale, la numéro 1 chinoise par défaut. C'est un peu dur de dire ça parce qu'elle a quand même step up, mais pour moi elle a pas assez step up et pas assez les épaules pour être ce qu'était Chen Yufei, pour être ce qu'était d'autres joueuses avant elle, mais et pourtant elle est numéro 2 mondiale, tu vois. Mais Wang Zi, moi je suis la Chine, c'est pas sur elle que je mise pour aller gagner un championnat du monde. Et en août, perso, même si Chen Yufei est 2-3 places derrière parce que elle a fait une longue pause, je miserais quand même sur Chen Yufei pour aller chercher un titre. Et c'est dur pour la joueuse, je sais pas ce que t'en penses, mais ce qu'on voit là et ce qu'on voit depuis le retour de Chen Yufei, on voit qu'il y en a une qui a l'attitude du numéro 1 et pas forcément l'autre. Ouais, et Benoît, tu sais, ça me fait penser un peu... j'ai plus vraiment d'exemples, mais tu sais, par exemple, si c'était plus en double homme, genre Alfian Argento qui ont un peu step up quand les mignonnes sont arrêtées, ou alors Oki Kobayashi qui sont devenus meilleurs quand Kamura Sonoda ont arrêté. J'ai l'impression qu'elle a pris un peu ce statut de leader de la Chine et que ça lui a donné de la confiance. Mais que là, avec le retour de Chen Yufei, tu sais, elle rentre un peu dans le rang. Alors, peut-être que je fais un peu de la psychologie comptoir, tu vois, mais j'ai l'impression que c'est... peut-être que la Chine lui laisse moins de place aussi, et peut-être que la Chine l'a gardée sou le coude en se disant, si Chen Yufei, elle revient et qu'elle a plus le niveau, on va devoir faire avec Wang Zi. Mais maintenant, quand tu vois qu'elle a carrément le niveau, ouais, pour moi, il va falloir qu'elle se montre à l'entraînement comme en match, Wang Zi. Et maintenant, la pression, elle est un peu plus sur elle. Voilà, dans les têtes de série qui sont un peu passées à côté aussi, Tomoka Miyazaki a perdu dès le premier tour, ce qui a pas mal ouvert ce bas de... dès le deuxième tour, pardon, ce qui a pas mal ouvert ce bas de tableau. Et c'est Wang Zi qui était tenante du titre, d'ailleurs, qui avait gagné 2 fois cette compétition 2022-2024. Et maintenant, c'est une autre chinoise qui le remporte. Aimez-vous le badminton? Il s'agit là d'un sport qui ne déçoit personne. En double homme, là aussi, ça a été festival de tête de série qui perd beaucoup trop tôt. Forfait de RN. Alors Benoît, j'en ai même pas parlé avec toi et j'ai un peu oublié. Je voulais un peu faire des recherches là-dessus. RN, ils sont un peu dans la sauce parce que He Jinting apparemment, il y a des conversations privées qui aurait fuité, où il aurait critiqué son partenaire actuel, donc Ren, et critiqué la place que lui laisse la fédé chinoise. En gros, il balance un peu sur le fait que la chinoise lui donnerait que des partenaires en bois, en tout cas des partenaires moins forts que lui. Ça, c'est arrivé, ça a fuité juste avant les championnats d'Asie, du coup il se retirait un peu de dernière minute, mais Benoît, du coup, pas sûr qu'on revoit Ren ensemble, hein. Et effectivement, ça va même plus loin que ça pour E, c'est qu'il y a des conversations qui ont révélé ça, qui ont révélé des critiques du coup sur le management et aussi des potentiels, si j'ai bien compris, match fixing match truqués. Pas des matchs truqués, ouais. Si c'est ça. Arrangé plus. Arrangé, merci. Donc ouais, ça va au-delà de juste il a critiqué son petit poteau.
C'est This is Badminton qui a sorti une vidéo cette semaine, je crois. Allez la voir si vous voulez vous faire une meilleure idée. C'est assez terrible parce que là, il y a les écoutes, les messages, je crois, aussi écrits. On va voir ce qui se passe, mais ouais, ça pue la fin pour E. Ouais, c'est clair. Parce que oui, c'est ça, il serait allé dans des casinos, illégalement et fait des paris sportifs. Ouais. Et je pense que, je sais pas exactement, mais je pense qu'en Chine, on doit pas beaucoup rigoler avec ça. Surtout s'il a vraiment arrangé des matchs, là pour le coup il prendrait une méga sanction. Donc voilà, retirer des championnats d'Asie, retirer la Sudirman Cup, je crois aussi, ouais, il a tout qui a fuité d'un coup. Ça pue, ouais. Voilà, on va pas faire plus longtemps sur des rumeurs, on vous fera une update dès que la Fédé aura communiqué, parce qu'il me semble que la Fédé chinoise n'a pas communiqué, ni la BWF d'ailleurs. Donc on reviendra là-dessus, mais tout ça pour dire que Jingting est un peu mal. Donc voilà, ils étaient tête de série 4, ils seront pas présents. Les autres têtes de série étaient présentes, mais il y en a aucun qui a vraiment donné satisfaction, à part les futurs champions. Puisque Go Izudin était tête de série 1, ils perdent en quart contre les Chinois Chen Liu. Tête de série 7, Gautama Isfahani, sorti dès le premier tour également par Chen Liu. Manti, sorti au deuxième tour, ils étaient tête de série 8 par Liu Wang. Les têtes de série 3, Alfian Argento, battu par Chiasso, ça à la rigueur, bon, en quart, donc contre une autre tête de série, ça va. Mais Benoît, une des plus grosses surprises, c'est Kim Seo, qu'on voyait quand même comme grand favori de cette semaine. Les Coréens à qui peu de paires arrivent à résister quasiment depuis leur formation, étaient battus par les Indonésiens Fikri Martin, qui eux sont un peu la paire grain de sable qui fait mal un peu à tout le monde. 18-21, 21-17, 21-15. On va reparler après des vainqueurs, Benoît, mais peut-être juste un mot de Kim Seo quand même. On n'a pas l'habitude de les voir se faire sortir au deuxième tour. Ouais, c'est une grosse surprise. Fikri Martin, après, c'est cette paire poil à gratter un peu, mais qui va pas au bout. Ça, c'est effectivement vérifié au tour d'après. Mais ouais, déçu un peu par le niveau de jeu de Kim Seo, perso. J'ai pu voir une grosse partie de ce match. Malheureusement, le deuxième et le troisième pour eux. Franchement, j'ai un peu l'impression qu'il y en a quelques-uns qui ont la tête à la Sudirman. Et tu l'as mentionné pour Han Se-young tout à l'heure. Je serais peu surpris de les voir perdre très peu de matchs à la Sudirman et d'être ultra impliqués. Je dis pas qu'ils l'étaient pas là. Je pense qu'ils sont en train de rincer le circuit. Alors peut-être que les championnats d'Asie c'était un objectif aussi, certes, mais je pense qu'il faut aussi savoir peut-être faire des choix à un moment donné. Et Kim Seo, je les ai pas trouvés à 120% comme on a pu les voir ce début de saison. Non, c'est vrai. On en a un peu parlé il y a 2 semaines quand on parlait de la sélection française, mais la Sudirman Cup, même si c'est une compétition récente, il y a des pays qui le prennent très au sérieux et la Corée, ça en fait clairement partie. Oki Kobayashi était de retour, faut le mentionner, ça fait longtemps qu'ils n'avaient pas joué, ils se sont fait sortir au premier tour, mais on va voir ce que ça donne. Mais les vainqueurs et la paire de la semaine, c'est bien Chiasso, Benoît, les Malaisiens dont on rigole beaucoup. On rigolait avant, maintenant, ces derniers temps, moi, ils me faisaient plus de la peine qu'autre chose, un niveau toujours très décevant. Et là, ils vont au bout en douchant un peu les espoirs des locaux, puisqu'ils ont battu, ça se passait en Chine, je sais plus si je l'ai dit. Liang Wang, 12-14 en demi-finale. Puis Chen Liu, un peu la surprise de la semaine, 19-17, 21-19, 21-17 en finale. Benoît, comment dire, je veux pas être trop sévère avec Chiasso, mais je trouve qu'en ayant vu pas mal de matchs de ce tableau, le fait, et leur match à eux surtout, c'est un peu dur si je dis qu'ils ont gagné parce les autres ont été mauvais, mais eux ont su avoir un niveau plus ou moins, on va dire, constant face aux autres qui ont été décevants. Je pense notamment à Liang Wang qui ont fait un match tout pourri en demi-finale. Et voilà, Chiasso, je le dirais plus comme ça, sans être étincelant, ils ont fait le boulot et c'est un nouveau titre majeur pour aller avec leur médaille mondiale et olympique. Ouais, c'est ça. Franchement, ils ont déjà mieux joué que ça. Très clairement. Dit, ils sont loin de leur meilleur niveau, mais il y a tellement de gens qui étaient loin de leur meilleur niveau, voire très très loin cette semaine, que eux, ils ont été, j'ai envie de te dire, à un niveau suffisant pour être champion d'Asie. Effectivement, ça fait un grand titre de plus. Vu leur début de saison, c'était quasiment inespéré aussi. On pourra revenir sur d'autres qui ont failli parce que Liang Wang, franchement, c'est une faillite.
très clairement. Mais Chiasso, vraiment, vraiment intéressant. J'espère que ça va leur redonner confiance. Mais pour moi, ça ouvre presque un autre débat qui est est-ce que Chiasso, finalement, d'une paire qui faisait demi tout le temps et qui gagnait peu, est devenue une paire qui est championne du monde et championne d'Asie, mais qui est ultra décevante sur le circuit? Est-ce que finalement, on se contente de ça et c'est une paire qui est entre la 5e et la 10e place mondiale parce que pas assez constant pour plus, mais avec peut-être potentiellement des grands titres? C'est dur de se positionner, je trouve. Ouais, et surtout que là, comme tu l'as dit, c'est un peu différent. Je trouve que quand ils ont été 2 fois médaillés olympiques, quand ils ont été champions du monde, c'est parce que eux élevaient leur niveau. Là, j'ai l'impression que c'est un peu, ils ont été champions parce que tout le monde l'a baissé, tu vois. Donc pour moi, c'est un scénario quand même un poil différent de leur titre majeur précédent. Et moi, je sais pas. Moi, j'espère toujours qu'ils vont redevenir meilleurs, mais je pense que la meilleure solution serait de les séparer. C'est un peu bizarre de dire ça alors qu'ils viennent de gagner un titre, mais Benoît, ce qui est un peu triste, on a déjà dit nos théories sur le pourquoi ils le font pas, c'est-à-dire que pas mal de paires sont indépendantes et que la fédération malaisienne, mine de rien, a pas tant de joueurs que ça sous la main, de joueurs de qualité. Mais là, on a un peu l'impression qu'ils se sont rachetés du crédit pour des années, Benoît, des années de disette potentiellement. C'est ça, en fait, c'est un peu... en tout cas de notre point de vue, qui espérions une séparation et que moi je trouvais sportivement logique, t'as l'impression que là on vient de remettre une pièce de la machine et t'es là. Ouais. Putain, on en a encore pour 5 ans avant que peut-être on se repose la question. Alors évidemment, ils sont champions d'Asie. Est-ce que c'est le moment de se reposer la question? Peut-être pas. Mais voilà, je sais pas à quoi on doit s'attendre avec eux et de quoi on doit se contenter. Voilà. Et je trouve ça, et je trouve que sans leur taper dessus, je trouve qu'il faut le préciser que le niveau était plutôt faible parce que quelqu'un qui a juste regardé les résultats pourrait se dire les grands Chiasso sont de retour. J'espère pour eux, mais je suis vraiment pas sûr que sur la tournée asiatique qui arrive, j'ai pas vu les tournois où ils sont inscrits, mais je suis vraiment pas sûr qu'on les voit à un meilleur niveau que ce qu'ils ont proposé. Peut-être un peu meilleur que leur début d'année, mais loin de leur top niveau. Benoît, ce tableau de double dame, il était intéressant parce que déjà à Tianjia, les championnes olympiques étaient de retour ensemble pour combien de temps, on ne sait pas, mais là, elles étaient là. Forfait de Baekli, malheureusement, les têtes de série 2, ça ouvrait un peu le tableau. Et surtout, Benoît, on avait parlé de Liu Tan, que on ne sait pas comment c'est en Chine, mais toi et moi, on les voyait quand même un peu sous pression et obligés de performer après un début d'année pas ouf, où elles avaient rien gagné, alors que elles sont numéro 1 mondiale. Et Benoît, elles ont performé. Une grosse semaine de Liu Tan qui n'ont pas perdu de set. 3 premiers tours passés assez tranquillement. Puis une demi contre Zhang Zheng, leur compatriote, 21-12, 21-15. Et un match contre Matsuya Mashida, peut-être la deuxième meilleure paire, c'est même sûr d'ailleurs, la deuxième meilleure paire de la semaine. 21-15, 21-19. Benoît, c'est pas le plus... Elles ont eu à affronter des tableaux plus denses, même en étant en tête de série. Liu et Tan, ça a été un peu plus serré en bas. Elles avaient un peu plus une route dégagée. Mais quand il a fallu élever leur niveau, notamment au final, elles l'ont fait. Donc elles, c'est pareil. Je pense qu'elles se sont achetées, pas forcément du crédit, mais un peu de... elles se sont peut-être donné un peu la paix, surtout avec de répit, exactement. Avec le retour de Tianjia, il fallait gagner. Elles l'ont fait. Je suis exactement sur la même longueur d'onde que toi. Un peu de réussite, parce que Fukushima Matsumoto déclare forfait au deuxième tour. Mais ça, c'est pas de leur fait. Encore une fois, c'est la même raison qu'on jugeait pour les médailles aux Europes ou ailleurs. C'est que toi, tu gagnes tes matchs. Ce que font les autres, j'ai envie de te dire, t'es pas responsable. Tantina aussi qui se font taper dans cette partie de tableau. En tout cas, elles ont fait le job. Je pense qu'elles se sont donné du répit. Moi, je me contenterai pas de ça, parce que Liu Tan, pour moi, c'est une paire qui doit dominer le circuit, plus que ça, et pas juste gagner un titre par an, même si ça reste les championnats d'Asie. Donc je me contenterai pas de ça. Maintenant, effectivement, c'était nécessaire, je pense, surtout si Tianjia font quand même médaille. Alors, j'imaginais qu'elles aillent encore plus loin, mais déjà, elles font médaille, et je pense que vraiment, tu te devais de te rassurer aussi en allant chercher ce titre. Benoît, est-ce que Tianjia, tu as eu l'occasion de les voir? Elles ont passé 3 premiers tours très tranquilles en mettant des petites tôles, notamment aux têtes de série 7 Liluo. Elles perdent donc en demi contre Matsuyama et Shida 21-17, 21-10, où là pour le coup elles se sont quand même fait un peu manger. On les a pas vues souvent se faire manger comme ça. Ça peut être expliqué par le fait que elles manquaient de rythme ensemble, puisqu'elles n'avaient pas joué ensemble depuis les finals. Comment tu les as trouvées les championnes olympiques? Contente de rejouer ensemble. Je pense que ça c'est quand même assez important déjà de le dire.
En tout cas, c'est l'impression que ça m'a donné. Maintenant, que dire en termes de niveau de jeu, évidemment que ça manque de rythme et tout, ça c'est une évidence. J'arrive pas, de ce que j'ai vu, je suis pas sûr qu'on les revoit ensemble. Tu sentais que c'était un peu un genre, pas de jubilé, mais tu sentais que c'était pas forcément une paire qui repartait. Alors là, c'est un feeling, j'ai aucune info. Maintenant, le niveau était middle. Elles vont loin parce que t'as peur aussi de jouer Chengia. Il y a un côté psychologique. Elles sont très fortes individuellement. Bon, maintenant, pour moi, elles sont quand même largement en dessous des finalistes. Benoît, Chen. À l'instant où on parle, oui, pardon. Chen, je viens de regarder, et dans l'équipe de la Sudirman et sa nouvelle partenaire ne l'est pas. Jia effectivement est présente, mais Zhang est présente aussi. Donc on va voir avec qui ils vont mettre Jia Yifan, mais je me demande, moi, tu vois, du coup, je me souviens, j'avais parié quand elles se sont séparées qu'elles allaient rejouer ensemble, donc au bout d'un moment, je vais pas lâcher l'affaire, mais on va pas se mentir, on n'a pas d'infos, on essaye de faire des suppositions. Je pense que cette Sudirman Cup, je pense que Liutan ne feront pas tous les matchs, puisque là, la Sudirman Cup, vous le savez peut-être, il n'y a qu'un seul double dame par rencontre, donc ça limite quand même les joueuses que tu peux faire jouer. Mais je pense que Jia Yifan va au moins jouer un match. Je vais être très curieux de voir l'identité de la partenaire à ses côtés, Benoît, hein, parce que ouais. Je pense que ça va dire beaucoup. Je suis pas sûr que tu prennes Chen, une championne olympique, juste pour une ancienne numéro 1 mondiale, juste pour applaudir les copains. Elle vient pas remplir les copines. Non, ouais, non, c'est clair. Clairement pas. C'est clair. Et voilà, pour le reste, tu l'as dit, quelques têtes de série qui se sont faites surprendre, notamment Tanchina au premier tour. Et tu l'as dit aussi, je voulais préciser, le forfait de Fukushima Matsumoto, qui n'ont donc pas disputé leur deuxième tour. J'espère qu'on les reverra vite. On finit avec le mixte, où là, beaucoup de surprises aussi, et c'est là peut-être la plus grosse faillite de la Chine, puisque quand t'as les deux meilleures paires mondiales, tu t'attends à avoir une finale sino-chinoise, ou au moins une des deux, et là, ça n'a pas été le cas. On va revenir sur les Chinoises, mais le titre, il est pour Tang Tse, face à Midorikawa Saito en 3-7, 21-13 au troisième. Et Benoît, c'était un peu le sujet qui nous animait juste avant d'allumer les micros, puisqu'on ne comprend plus rien. Donc la joueuse hongkongaise avait visiblement annoncé sa retraite après les finals en décembre dernier. Là, elle revient sans aucune explication. Elle gagne un titre qu'il n'avait jamais gagné. Le plus grand de leur carrière. Le plus grand de leur carrière, très clairement. Regardez, leur Tang Tse, c'est une paire toujours bien placée, jamais gagnante quasiment, puisque leur meilleur titre, c'était un Super 500 en 2018. Donc, mine de rien, ça remonte. Benoît, on ne comprend rien, mais les Hongkongais ont plus ou moins réussi leur pari, quoi. C'est assez dingue quand même. C'est assez ouf, surtout que déjà, tu l'as dit, mais la faillite chinoise, les deux têtes de série, mais surtout les deux derniers vainqueurs des championnats d'Asie. Puis la Chine était, je crois que les derniers noms chinois, je sais qu'il y a une, je les ai plus, mais je sais qu'il y a une Natsir en 2015 qui a dû, il y a une paire hongkongaise qui a dû gagner aussi, mais peut-être avant alors. Li Shou 2014, donc déjà voilà. des Hongkongais, et Ahmad Natsir 2015, sinon 2016, 2017, 2018, 2019, 2022, 2023, 2024, voilà. C'est que des paires chinoises. Donc une grosse surprise, surtout qu'il y a eu des années où on se disait que les Chinois pouvaient ne pas l'emporter. Cette année, franchement, on nous aurait dit Tang Tse, déjà, on nous aurait dit Tse, on vous aurait dit que vous étiez trompé en lisant les tableaux, parce qu'elle jouait plus au bad. Oui, parce ils reviennent, ils remportent. Parce qu'il avait, on le disait, il avait une nouvelle partenaire, il jouait avec la jeune Nge, Tang. C'est pour ça et vu ce qu'elle avait annoncé sur Insta, on pensait que c'était définitif, quoi. Oui, et puis il a joué avec une autre fille aussi dans la saison. Ils ont fait qu'un tournoi, mais bref, en tout cas, il y avait des nouvelles paires, surtout qu'ils avaient cassé quand même la paire Li Nge pour mettre Tang avec Nge. Voilà, il y avait un remodelage des paires. Et là, Tang Tse qui reviennent, on se dit que c'est peut-être parce qu'il y a les points, que Tang il peut pas y aller sinon. Sauf que là, visiblement, ils sont inscrits à la Sudirman, tous les deux. Ils sont aussi inscrits en Thaïlande. Voilà, ils ont l'air d'être partis pour rejouer ensemble. Donc, énorme surprise. Très clairement, énorme surprise. Et pareil, je suis très content pour eux, parce que c'est une paire qu'on aime beaucoup. Mais c'est vrai qu'aussi, peut-être encore une fois, ce qu'on a vu là, c'est le reflet
de l'intérêt que certains ont porté à ces championnats d'Asie. Ouais, Jiang Wei, donc, qui ont perdu contre Tang Tse en demi, 21-16, 21-17, et les têtes de série 2, Feng Wang, qui ont perdu en 3-7, 16-21, 21-18, 21-13 contre Midorikawa Saito, les Japonais. Les nouveaux monstres du bas japonais. Ah d'accord, bah, tu me dis, moi je savais pas, mais si tu le dis, je te crois sur parole. Voilà, on a encore eu un match entre Poivara-Nukro, Paesampran et Golai, encore une fois remporté par Golai, qui était tête de série 3 et qui ont perdu face à une paire un peu inconnue au bataillon, les Indonésiens Hidayatullah Pasaribu, qui ont quand même fait quart. Non, qui ont fait demi, pardon, et qui ont failli battre Midorikawa Saito. C'est lunaire. C'est assez lunaire. C'est finalement le tableau qui a été le plus surprenant, ce double mix, parce qu'on a aussi Guo Chen, les Chinois, qui se sont fait taper au premier tour, alors qu'ils étaient en forme. Donc c'est un peu incompréhensible. D'ailleurs, tant qu'on parle du mix, Chento n'était pas là parce que monsieur et madame ils s'aiment plus, mais en fait ils se re-aiment bien finalement. Mais en fait finalement voilà. Ils se re-aiment bien, puisque ils vont visiblement quand même faire les prochains tournois avec des partenaires différents. Mais j'avais dit, ils vont faire 2 matchs avec leurs nouveaux partenaires, ils vont se remettre à jouer ensemble. Finalement ils ont même pas eu besoin. Je pense qu'ils ont fait 2 matchs à l'entraînement. Ils se sont dit ouais bon vas-y on arrête de s'engueuler, on rejoue ensemble. Donc voilà, c'était la petite brouille. La petite brouille qui a animé ces dernières semaines en Malaisie, mais c'est tout bon maintenant, ils sont recopains. Voilà pour ces championnats d'Asie. Avant, Benoît, qu'on fasse un bilan global des championnats continentaux, on va dire un mot des championnats panaméricains, donc Amérique du Nord, Amérique du Sud. Et si on ne parle pas de l'Océanie et de l'Afrique, c'est qu'ils ont eu lieu il y a quelques semaines, on en avait parlé d'ailleurs, en même temps que les compétition par équipe. Benoît, beaucoup de surprises là aussi, hein, comme en Europe et en Asie, à une moindre échelle évidemment, mais en finale du simple homme, on retrouve 2 Canadiens très jeunes et un peu inconnus au bataillon, Victor Lai, le vainqueur, et Joshua Nguyen, le finaliste. Ils ont battu, on va dire, les 2 des favoris en demi-finale, Brian Yang et Kevin Cordon, qui sont donc médaillés, mais pas en finale. Chez les femmes en simple dame, pas de Zhang Beiwen du tout, elle jouait pas. Michelle Lee, donc large favorite, qui perd en demi, et c'est finalement la brésilienne Juliana Vieira qui gagne. Moins de surprises en double homme, où les américains Chen Smith l'ont emporté, et en double dame, Lauren Lam et Alison Lee. Alors elles n'étaient pas tête de série parce que c'est une nouvelle paire, mais elles ont un peu roulé sur la concurrence, quoi. Et moins en mix aussi, où les Canadiens Linderman Wu se sont imposés. Mais Benoît, quand même, qu'est-ce que t'en penses, Brian Yang? Alors Brian Yang, il est pas bien vieux, hein. Il a 23 ans, je crois. Mais deux jeunes Canadiens sur les 2 premières marches du podium, on s'y attendait pas, hein. L'Amérique du Sud en simple, l'Amérique tout court, on voit toujours un peu les mêmes têtes, hein. Là, il y a Igor Coelho qui a perdu un peu plus tôt, mais sinon les Brian Yang, les Kevin Cordon, c'est souvent ces mecs-là, quoi. Ouais, grosse surprise, gros renouveau sur les simples, hommes et femmes, avec même Juliana Vieira en simple dame, 2 très jeunes joueurs. D'ailleurs, c'est le premier titre brésilien de l'histoire, je crois, en simple dame. Elle a que 20 ans. Victor Lai, ouais, pareil, Victor Lai, moins de 20 ans, on l'attendait pas. Je suis curieux de voir, il faut les laisser grandir aussi, parce que Juliana Vieira, on l'a un peu plus vu, mais Victor Lai, c'est quand même une énorme surprise. Pareil pour le finaliste canadien. Je pense qu'il faut leur donner du temps. Maintenant... ça a l'air d'être quand même 2 belles promesses. Ouais, voilà, il y a l'air de se tourner une page. Kevin Cordon, ça semble plus proche de la fin. Igor Coelho, il y a eu une très belle période un peu avant 2020, mais c'est quand même très compliqué depuis. Brian Yang, je serais un peu plus mesuré parce qu'il est encore très jeune. Mais pareil, tu vois, du Alison Lee, bon voilà, c'était avec Francesca Corbett, je crois qu'elles étaient titrées en 2023 ou 2024. On disait que c'était la meilleure paire des États-Unis, je le pense toujours, même d'Amérique tout court. Et voilà, il y a un renouveau à la fois, et il y a un mixte aussi, t'as une Joséphine qui va chercher son 8 ou 9e titre, je crois. Donc ouais, voilà. Enfin, je trouve que le niveau, quand même, notamment sur les tableaux de simple, mais aussi en double dame, le niveau global est peut-être pas ouf, mais il y a des vrais joueurs et des vraies petites pépites qu'il va falloir suivre, je pense.
Et Benoît, on voulait, pour terminer cet épisode, faire une sorte de... Alors oui, j'ai pas précisé, il y a aussi eu la compétition par équipe remportée par le Canada face aux États-Unis en finale et le Brésil qui fait troisième, donc médaille de bronze, donc ça pas très surprenant. On voulait faire une sorte de bilan, Benoît, surtout Europe et Asie, après ce qu'on a vu avec l'Asie. Pourquoi on a eu tant de surprises? Alors en Europe, c'est plutôt des abandons ou alors des favoris qui déçoivent. Ma question pour toi, Benoît, c'est est-ce qu'il faut voir des raisons différentes à chaque fois? Par exemple, les Chinois qui sont pas en forme parce qu'ils sont en préparation pour la Sudirman, les Danois qui la maladie d'Antonsen et la blessure d'Axelsen, etc. Ou est-ce qu'il faut y voir une raison globale, c'est-à-dire que le calendrier devient trop chargé et que ces compétitions continentales, où il faut le préciser, petite différence entre l'Asie et l'Europe, puisque l'Asie, il y avait de l'argent à gagner, alors qu'en Europe, il n'y a pas de prize money pour cette compétition. Est-ce que ces compétitions perdent en valeur, ou alors il ne faut pas s'affoler, il faut regarder les micro-raisons de cette année et se dire que l'année prochaine, ce ne sera pas pareil? C'est une bonne question. Moi, perso, je trouve que le calendrier est trop chargé, on a déjà abordé ce sujet, et on ne peut pas en vouloir à certains de, du coup, être peut-être moins concernés par certaines compétitions et faire des choix. Les Europes tous les ans, c'est trop. Les championnats continentaux tous les ans, de manière générale, je pense que c'est trop. Dans un calendrier aussi chargé en tout cas. Han Se-young vient pas en Asie. On peut discuter des Danois qui font le choix de faire l'impasse. Est-ce que, tu vois, on posait la question, mais si Antonsen il est malade comme il a été malade avant les Europes, il vient pas jouer les championnats du monde à Paris en août? Ma réponse est non. Voilà, je pense qu'il y en a qui ont fait des choix. Pareil pour la Chine qui fait ça. Moi j'ai trouvé qui semblait sortir d'une prépa physique avec des mecs complètement rincés qui étaient là en mode on va prendre du rythme pour aller torcher la Sudirman. Bon, pourquoi pas, ok, mais c'est un peu triste, moi je trouve, en tant que fan de voir ça, et aussi à la fois ça devrait peut-être alerter notre cher BWF qui peut-être en ajoutant des tournois pense à son porte-monnaie, mais je pense qu'en termes de spectacle, que ce soit en Asie ou en Europe, je parle de ça parce que c'est quand même les deux continents majeurs du bad. Moi perso j'arrive pas à en être satisfait. Je suis satisfait des médailles françaises, c'est un autre sujet, mais j'arrive pas à me satisfaire du niveau global qu'on a eu sur les deux compétitions. Mais peut-être que c'est totalement dissocié et que tu me diras l'année prochaine ça va être génial, et je demande que ça. L'avenir nous le dira, Benoît, mais c'est vrai que pour le coup la BWF, on va dire, essaye de leur donner un peu de... Alors je sais pas si c'est la BWF qui gère ça, mais ce que je veux dire c'est que les points d'un Super 500 pour les championnats d'Europe qu'on a eu cette année, c'est bien payé. Les points d'un Super 1000 pour les championnats d'Asie qu'on a eu cette année, c'est très très bien payé aussi, hein. Donc les points ils étaient là. Il y avait même de l'argent, je l'ai dit, du prize money pour les Asiatiques. Mais force est de constater que tu as raison, hein, les deux compétitions ont été décevantes. Je pense que le calendrier devient de plus en plus chargé et je pense que ça joue quand même, même si là il n'y a rien directement avant et directement après. Soit les joueurs ont encore dans les jambes les compétitions passées, ou alors là pour le coup je pense que c'est surtout ils ont en tête ce qui arrive. Là il y a quand même une grosse tranche qui arrive avec Sudirman Cup plus après tournée asiatique. Il y a de ça, donc ouais, je suis assez curieux. J'espère que ces championnats continentaux sont quand même assez sympas. Et s'il faut enlever un truc sur le calendrier, évidemment, c'est pas ça qu'on enlèverait. Ce serait plus les petits tournois où les meilleurs joueurs vont jouer, où ils perdent de l'énergie. Mais c'est vrai que cette année, ça a été décevant. Et pourtant, en Europe comme en Asie, j'ai pas souvent eu ce sentiment à l'issue des championnats continentaux. Donc on va voir ce qui arrive pour les prochaines éditions, mais voilà, vous l'avez compris, on fait le constat avec Benoît, mais on n'a pas d'explication sûre, on a juste des théories. Peut-être que c'est pas de chance, peut-être qu'il y avait plein de petites raisons différentes, ou alors peut-être que ça attire moins qu'avant, ou alors les joueurs sont un peu moins motivés pour les jouer. Je sais pas si tu as quelque chose à rajouter sur la question, Benoît. Non, mais c'est vrai que je regrette un peu ça. Alors, on l'a déjà dit, mais ça vaut aussi pour certaines compétitions européennes par équipe, etc. Il y a trop de trucs sur le calendrier, et je pense que c'est aussi une des causes des abandons, des blessures, de plein de choses. C'est pas juste le fait que le niveau soit moins bon, ça pose d'autres problèmes. On a déjà discuté de ça, et on va pas résoudre le problème là.
Mais c'est vrai que je trouve que ces championnats continentaux, quand même, reflètent un peu toutes ces pensées qu'on a pu avoir sur le sujet. Totalement, ouais. Moi aussi. Donc voilà, on verra les prochaines éditions et on espère que si jamais il y en a qui ont fait des préparations décalées, ça paye pour notamment la Sudirman Cup. La Sudirman Cup à venir dans 2 semaines et évidemment qu'on va débriefer dans 21 Shuttle, tout comme la tournée asiatique qui suivra. Merci Benoît d'avoir fait cet épisode avec moi. Merci à toi Ewan comme toujours et merci à vous pour votre écoute. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. En attendant, portez-vous bien. À plus.绽放我们激情的节奏，把那束缚抛开的时候，共同感受这片天空带给我们的自由，挥动你我坚强的双手，努力奔向成功的尽头，我们的梦握在手中。